Bienvenue dans Ecodonis, votre rendez-vous mensuel avec l'économie en Onis et ses chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir trois acteurs économiques installés sur notre territoire. Christian Magne, patron de la cervoiserie à Ferrières, qui a la gentillesse, je vais y arriver, de nous accueillir dans son bar et cave à bière. Damien Bizet, président directeur général d'Intermarché Marans, avec qui nous allons parler forcément grande distribution. Et enfin, Éric Frère, président de l'UC2A, l'Union des clubs d'entreprise Onis Atlantique, partenaire de l'émission, mais aussi architecte, auteur de nombreuses constructions sur le territoire, installé à Saint-Sauveur d'Onis. Christian Magne, bonjour, vous avez 55 ans. Vous êtes le patron de la cervoiserie depuis décembre 2015 avec 3 salariés. Vous avez un bac D, vous êtes passé par la case armée de l'air, puis avez occupé le poste de chef de dépôt chez Conforama et de chef de vente chez Castorama. Alors, Christian Magne, comment plonge-t-on de l'ameublement et du bricolage dans le monde de la bière ? Alors, par reconversion, c'est-à-dire qu'au bout de 24 années de loyaux services auprès de la société Castorama, j'avais envie de me recycler, passer les 50 ans, on a envie de faire autre chose. Et effectivement, je connaissais déjà le monde de la bière et de la cave à bière par le biais de la cervoiserie de Beaulieu, qui a été montée en 2004 par Dominique Gattard, qui lui a lancé la franchise après par la suite. Et donc du coup, je me suis rapproché de lui parce que l'intérêt de la bière et puis le contact, ça fait quand même plus de 30 ans que je suis dans le contact de clients. Et donc c'est un moyen comme un autre de garder un contact avec un côté convivial et ça permet de faire découvrir des choses. Moi j'aime bien faire découvrir des choses, donc pourquoi pas de la bière. Alors la cervoiserie, c'est une franchise. Pourquoi avoir choisi la franchise plutôt que l'indépendance totale ? Alors au départ, effectivement, j'aurais souhaité m'installer en tant qu'indépendant. Maintenant, le secteur économique proche de La Rochelle était un peu plus compliqué pour s'installer en indépendant. Donc je me suis rabattu sur la franchise cervoiserie. Donc j'ai contacté Dominique et nous avons monté un projet ici auprès de Ferrières qui reste un cas assez particulier parce que nous ne sommes pas dans une grosse agglomération. Donc effectivement, la plupart des cervoiseries ou grosses caves à bière sont sur des gros sites. Donc là, il y a effectivement peut-être une prise de risque différente, mais c'est surtout pour l'avenir parce que c'est une zone vraiment en développement avec beaucoup de lotissements en construction, la zone qui se développe et tout ça, donc c'est le marché d'avenir. Combien vous accueillez de clients par an dans la cervoiserie là, depuis 2015 ? Enfin depuis 2016 parce que c'était de décembre 2015. En moyenne, alors, je fais à peu près 15 000 contacts caisse, donc en client c'est peut-être une 30 000. Oui, ça doit être dans les 30 000 à peu près. D'accord. Donc vous avez choisi la franchise. Quels sont les avantages et les inconvénients de la franchise ? Parce qu'on n'est pas entièrement libre. Alors, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, parce que sinon, mon franchiseur va me sauter dessus. Non, il n'y a pas de souci. Les avantages, c'est l'accompagnement, c'est une image. Un cadre particulier. En plus, la cervoiserie est quand même connue sur La Rochelle. C'est vraiment le premier magasin qui s'est monté sur La Rochelle. Donc ici, les gens connaissent la cervoiserie. Et au niveau de la gamme, la largeur de gamme, donc il y a un accompagnement par rapport à la connaissance des produits au départ. Alors que quand on se lance en tant qu'indépendant, c'est quand j'ai étudié le cas. Effectivement, ça a été plus compliqué d'apprendre tout ça. Eux, ils ont vraiment l'accompagnement pour vous amener au niveau compétences et connaissances. Les petits inconvénients, non, il n'y en a pas vraiment. Le fait d'une franchise, c'est toujours un peu plus cher que quand on s'installe en indépendance, c'est un fait. Maintenant, le cadre fait qu'il y a une certaine valeur ajoutée. Christian Magne, expliquez-nous en quelques mots ce qu'on peut trouver dans votre établissement. D'ailleurs, par exemple, combien de références de bière ? De la bière. Alors, j'ai à peu près 300 sortes de bières à proposer. Sur ma centrale, j'ai un choix beaucoup plus large.
mais je ne peux pas tout avoir, effectivement, de toute façon, c'est assez compliqué de tout avoir. Moi, j'ai donc à peu près 300 sortes de bières, donc j'ai tout en consommation au bar, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire des achats en emporter, mais aussi occasionnellement de goûter, de déguster toutes les sortes de bières au bar. Au niveau des bières, vous avez une gamme assez large, passant de blanches, blondes, ambrées, brunes, avec des bières fruitées, des bières belges, des bières allemandes, des bières irlandaises. C'est assez large et il y a le choix pour tout le monde. Le marché, c'est ouvert vraiment pour tout le monde maintenant au niveau de la bière. Alors moi j'ai une question qui me taraude à chaque fois que je vois un caviste de bière, c'est est-ce que vous les avez toutes goûtées? Oui, alors je suis censé les avoir toutes goûtées. Bon, je ne vais pas vous dire non parce que j'ai les toutes goûtées en fait. Maintenant, je suis comme tout le monde, j'ai mes goûts particuliers et donc je préfère certaines que d'autres. Alors justement, par rapport au goût, pour vous, la Rolls des bières, c'est laquelle? Oh. Et me répondez pas, j'en ai plusieurs, ou mon cœur balance. La Rolls des bières, on va dire que c'est... oh non, effectivement, il y en a plusieurs. Ça dépend effectivement du goût, je ne peux pas vous dire. Moi, personnellement, ça sera la Golden Drag. J'aime bien les bières brunes assez fortes, assez typées. Donc, moi, ça sera une Golden Drag brune. D'accord. Une bière belge. En gamme de prix, ça va de combien à combien? La bière la plus chère, elle est à combien ici? C'est, je veux dire, en 33 centilitres, on va être peut-être dans les 4,50 € les plus chers. Vous avez des bières, les prix qui commencent à 1,60 € sur des bières en 25 centilitres. Je parle en emporté. Après, consommation bar, c'est autre chose. Ce sont des tarifs en 25-33 centilitres. Donc généralement, en 25 centilitres, c'est 3 € au bar et les 33 sont à 4 €. Des projets à court terme et à long terme. J'ai ouï dire que vous aviez quelques petites choses à mettre en place. Oui, alors je souhaiterais développer ce que je fais déjà avec l'UC2A, c'est-à-dire de l'afterwork. Effectivement, j'ai la chance de recevoir une fois tous les 2 mois l'UC2A en fin d'après-midi pour une réunion de commerçants. Et effectivement, il y a la possibilité de développer ce genre d'afterwork, alors cibler peut-être des entreprises, des comités d'entreprise, voilà, ou même des associations. Oui, puis vous avez de l'espace de toute façon. J'ai de l'espace et puis j'aime recevoir, donc il n'y a pas de problème. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Dans 5 ans? Ici, ouais. Ça c'est un fait. Après, avec l'âge faisant, je pense que je vais me rapprocher de la retraite, mais je suis encore jeune, donc ça va. Mais non, je me projette pas ailleurs qu'ici pour le moment. Sauf que si je peux développer mon entreprise au-delà du magasin, oui, pourquoi pas. Après, peut-être moins derrière le bar, peut-être plus à l'extérieur. Développer du locatif, de tireuse à bière, de stand. Je fais beaucoup d'associatifs, donc tout ce qui est location, événementiel et tout ça, c'est aussi un marché à développer. Donc ça, je peux peut-être, moi personnellement, aller plus là-dessus. Merci Christian Magne. On va vous laisser partir parce que vous devez être derrière votre bar à vous occuper de vos clients. Merci d'avoir répondu aux questions et puis à très bientôt. Eh bien, bien. Merci et bonne soirée. Damien Bizet, bonjour. Bonjour. Vous avez 45 ans, vous êtes le président-directeur général de la société Anvic, créée en 1990. Pour faire plus simple, c'est Intermarché Marant, on est d'accord. Vous avez fait l'école supérieure de commerce de Tours. Ouais. Vous avez été responsable du secteur Nord, Benelux et Grande-Bretagne. Par contre, il y a un trou dans ma fiche. Ah. Je n'ai pas le nom de la société. C'était le groupe Pomona et la société, c'était Les Crudettes à l'époque. Donc c'était de la vente de salades emballées, dites 4e gamme. Donc pour la grande distribution, restauration hors foyer. D'accord. Et vous avez fait ça pendant 3 ans, c'est ça? Un peu plus de À peu 3 près. ans, ouais, voilà.
Vous avez fait aussi un petit saut, juste un petit saut de 25 ans chez Total Lubrifiant. C'est ça. Hein, rien en fait. Depuis septembre 2017, vous êtes adhérent à Intermarché Maran, C'est ça. à Intermarché pardon, et installé à Intermarché Maran, et vous avez 25 collaborateurs à vos côtés. C'est bien ça. Ok. Donc Damien Bizet, ça marche comment Intermarché? Parce que vous adhérez à Intermarché, ça marche comme une franchise? J'ai du mal à comprendre. Dans les grandes lignes, c'est un peu ça, oui. Quand nous sommes adhérents, nous sommes indépendants. C'est-à-dire que nous investissons nos deniers personnels, notre énergie à 200%. Donc, il y a différents cas de figure. La majeure partie, effectivement, des adhérents, nous achetons le fonds de commerce et les murs appartiennent majoritairement au groupement. Et pour certains adhérents sont propriétaires de leurs murs, mais la majeure partie des cas, c'est de la location. On paye un loyer tous les mois. D'accord. Au groupement et nous charge à nous de développer notre chiffre d'affaires pour améliorer notre rentabilité. Très bonne transition. Côté chiffres, justement, vous indiquez que vous faites 190 000 passages en caisse hors carburant. Hors carburant, oui. Le carburant, ça représente combien de pourcents de votre chiffre d'affaires global, à peu près en Au gros global de la société, Ouais. Ça représente à peu près 50%. Ah, quand même. Oui. C'est pas négligeable donc. Depuis que la station a été refaite à neuf l'année dernière, donc au mois d'avril l'année dernière, nous l'avons réouvert. Voilà, le service et la qualité du service étant mieux, la station tourne effectivement nettement mieux. Alors 190 000 passages en caisse, j'ai du mal à me représenter. C'est beaucoup ou pas beaucoup pour de la grande distribution? Je suis sur la tranche basse du commerce grande distribution. Donc il y a tout à faire en fait. Et il y a tout à faire. C'est pour ça que j'ai racheté ce magasin. Très bien. Côté chiffre d'affaires, 6 millions, hein, vous affichez 6 millions. En 2015, c'était plutôt 8 millions. C'est plus difficile, la grande distribution, à l'heure actuelle? Le magasin Intermarché Maran, comme beaucoup le savent, a été mené pas de main de maître. D'accord. Donc depuis l'agrandissement de Super U, l'ouverture du Carrefour Market de Ferrières, sans aucune dynamique commerciale en face, évidemment, le magasin a peiné et ça s'est vu tout de suite dans les chiffres. Voilà. Et depuis la réouverture que j'ai pu faire au mois d'avril l'année dernière, nous reprogressons, nous regagnons des parts de marché. Parce que il faut apporter de l'énergie, il faut apporter du service, de la qualité de service. Voilà. Et maintenant, nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais ça s'améliore. Très bien. Entre les producteurs et la grande distribution, le torchon brûle régulièrement, on va dire. On en a encore entendu parler il y a peu. Les relations sont souvent tendues. Est-ce que vous travaillez avec des producteurs locaux et si oui, lesquels? Ah oui, donc je travaille de plus en plus avec des producteurs locaux. Donc avant de travailler, il faut les connaître. Donc j'arrive d'une autre région, donc charge à moi de connaître le tissu économique local. Donc l'UC2A était un très bon moyen. Et puis après c'est de relations de bouche à oreille. Donc je travaille avec des producteurs de fromage de chèvre, avec des producteurs de jambon, quoi d'autre, avec évidemment tout ce qui tourne autour de la Marée. On n'est pas très loin de La Rochelle. Donc c'est dans un périmètre de combien à peu près? En gros, une vingtaine de kilomètres autour. Ah oui, c'est très court, effectivement. Alors justement, les circuits courts, ça vous embête, ça vous dérange parce qu'il y en a de plus en plus, ça se développe de plus en plus. Ouais. On va avoir un magasin fermier ici là, qui va s'ouvrir à la fin de l'année, je crois, si je ne me trompe pas. Comment vous l'appréhendez un petit peu ces circuits courts plutôt? Ces circuits courts, c'est une réponse, une attente du client, ça c'est sûr. Charge à nous mousquetaires, nous avons déjà une démarche dans ce sens-là, dans le fait où nous sommes producteurs et commerçants. Ça veut dire que nous sommes la seule enseigne en France à avoir nos propres outils de production. Et qui dit outils de production en France? Donc circuit court, nous signons des contrats avec des producteurs locaux. Par exemple, sur la boucherie, j'ai fait le choix à Maran de travailler par le biais de nos abattoirs qui sont vitrés avec des producteurs locaux de Charente-Maritime, Charente-Poitou. Voilà. Donc, par le biais de nos outils de production interne, nous sommes déjà depuis des années en circuit court. Donc la production locale, ce n'est que du plus et c'est de la concurrence, mais qui a du bon. Vous avez 25 collaborateurs avec vous pour faire fonctionner l'entreprise, ce qui est une masse salariale relativement importante. Quel métier on retrouve au sein d'Intermarché Maran?
Vous pouvez nous les décrire un petit peu rapidement? La majeure partie, la plus grosse masse salariale, c'est la partie ce qu'on appelle employés libre-service. C'est la face cachée du magasin, c'est-à-dire qu'avant l'ouverture au public, à 6 h du matin, il y a la mise en rayon. Nous recevons les marchandises, que ce soit du sec ou du frais. Il faut les mettre en place correctement, faisant les rotations, toujours les produits frais. Et pour qu'à 9 h, le magasin soit prêt pour pouvoir accueillir les clients. Donc ça, c'est la partie mise en rayon. Et après, il y a la partie caisse, évidemment. Donc les salariés font à la fois de la mise en rayon et du service caisse. Ensuite, vous avez toute la partie traditionnelle. Les services traditionnels, ce sont la marée, la boucherie et les charcuteries traiteurs, qui là sont des salariés qui sont à la fois transforment les produits et le vendent directement aux consommateurs. Donc là, ils sont 8. Et ensuite, nous avons la partie, le back-office qu'on appelle, avec une comptable et une responsable fichier. Fichier, c'est étant le cerveau du magasin, c'est-à-dire tous les produits sont gen-codés, donc tout ça, il faut que ça fonctionne pour que ça passe en caisse. Donc la qualité du fichier fait le temps d'attente moins important en caisse. D'accord. Je crois que vous avez des projets d'embauche, enfin de recrutement. Vous pouvez nous en dire un petit mot? À moyen terme, je crois, hein, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, non, c'est en cours. Comme beaucoup ont pu l'apprendre, nous avons un projet sur Andilly. Pour l'instant, pour l'avenir, voilà. Donc le but étant de transférer l'entreprise, donc un transfert de la société d'exploitation vers Andilly et vers un magasin de 2500 m², donc qui permettra d'embaucher une vingtaine de salariés supplémentaires, entre 20 et 25 en fonction d'eux. Alors pourquoi Andilly? C'est stratégique, géographiquement stratégique? Oui, tout à fait. Andilly est sur l'axe La Rochelle-La Vendée, qui compte un passage journalier en moyenne de 12 000 véhicules jour. Donc c'est l'axe sur lequel il faut être présent. On le sait, les basiques du commerce, que ce soit ici, Ferrières ou ailleurs, il faut être proche des grands axes et visible immédiatement. Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc le but étant effectivement stratégie de transférer le magasin vers Andilly. Alors c'est un projet qui a du mal, qui a des ralentissements. En fait, concrètement, qu'est-ce qui coince dans ce projet? Il y a plusieurs points d'achoppement. Il y a eu des recours, un recours principal sur un des points d'achoppement sur le dossier qui n'était pas parfait. Donc charge à nous de travailler. Nous travaillons déjà en amont fortement avec les élus, avec la communauté d'agglomération, avec les élus d'Andilly, bien sûr, Longève, Saint-Ouen et Villedoux. Donc nous travaillons sur corriger ces erreurs qui ont été faites et de représenter un dossier effectivement pour quelle échéance à peu près? D'ici la fin d'année, début d'année prochaine. D'accord. Donc si tout va bien, 2019-2020, on devrait voir un Intermarché déménager et s'installer en Andilly. Si tout va bien. Voilà. Au niveau local, j'ai vu ici et là, lors d'événements sportifs, des belles pancartes Intermarché. Pour un patron de grande distribution, c'est quoi? C'est une obligation, du marketing ou du plaisir de s'associer à la vie locale? Je pense qu'en étant indépendant, c'est comme tout chef d'entreprise local. Si on ne sait pas vivre avec son tissu économique, on ne vit pas. Et moi, j'aime en plus le contact avec le monde associatif. J'en ai fait pendant 20 ans. Donc effectivement, ça fait partie de mon travail, c'est de m'investir, de montrer qu'Intermarché là n'est pas là que pour vendre, mais là pour soutenir aussi la vie économique et le monde associatif. Et donc je suis à l'écoute de beaucoup d'associations. Je ne peux pas tout faire, évidemment, mais beaucoup. Il y a eu le rugby récemment, le rugby de Maran. Il y a eu les jardins d'Andilly, voilà. Donc, au fur et à mesure, voilà, j'apprends à connaître et réciproquement. Et voilà, donc je charge à moi de développer aussi des services auprès de ces associations pour les aider, pour les soutenir. Très bien. Merci Damien Bizet pour toutes ces précisions. Et puis on va suivre de très près le projet de déménagement sur Andilly. Merci. Merci. Éric Frère, bonjour. Vous avez 55 ans, vous avez fait l'école d'architecture, mais de promo 87, mais vous ne m'avez pas dit où? À Nantes. À Nantes, très bien, très belle ville Nantes. Très belle ville. Vous avez fondé Éric Frère Architecture en 1989, c'est bien ça? Ouais.
On va en parler un petit peu plus tard. Et vous êtes depuis l'année dernière le président de l'UC2A. Vous êtes aux commandes de cette association, de cette union des clubs d'entreprise de Nice Atlantique, qui, je le rappelle, est partenaire d'Eco de Nice, de l'émission que vous êtes en train de regarder. Alors, qui est à l'origine de ce club et pourquoi une union? Qu'est-ce qu'il y avait avant? C'est compliqué. À l'origine, effectivement, c'est deux clubs d'entreprise sur le territoire. Le club d'entreprise du pays Marandais, le CEPM 17, qui est le premier, qui doit dater de 5-6 ans déjà. Et puis ensuite, il y a eu le club Onis Entreprendre, qui était plutôt tourné vers Ferrières, Courson, Saint-Sauveur. Donc à l'origine, on a deux clubs d'entreprise dans le territoire. En 2016, on décide de faire un moment économique sur le territoire. On crée effectivement à Maran un moment de rencontre des chefs d'entreprise et du coup, on décide de créer cet événement ensemble. Sauf qu'on se rend compte qu'en étant deux, c'est pas facile. Du coup, on commence à se poser la question de savoir si ce serait pas mieux de mettre effectivement, de mutualiser nos adhérents pour effectivement être repérés comme vraiment le club d'entreprise du territoire Nice Atlantique. À ce moment-là, en parallèle, en plus, il y a la réforme des collectivités territoriales, donc des modifications structurelles aussi qui font qu'on a une CDC au Nice Atlantique qui se met en place sur le territoire. À partir de là, se crée un deuxième événement en 2017 et pour se créer ce deuxième événement en 2017, on décide effectivement de créer une association qui porte l'événement. En portant l'événement, on se rend compte effectivement, là encore, que d'avoir deux clubs, c'est peut-être un peu idiot. Donc on décide en avril 2017, oui, je vais y arriver, en avril 2017, on décide la dissolution des deux clubs pour en créer un, en changeant les statuts de l'UC2A, et pour que celui-ci devienne effectivement le club d'entreprise du territoire, au Nice Atlantique. Alors ça sert à quoi un club d'entreprise en fait? Alors, ça sert déjà peut-être à ce que les chefs d'entreprise sortent un peu de leur entreprise et puis aillent rencontrer les autres chefs d'entreprise. On dirait que ça pourrait commencer par là. Le slogan qu'on avait à l'époque avec Onis Entreprendre, c'était se connaître pour se faire reconnaître. Se reconnaître pour se faire connaître en fait. Donc c'était un petit peu ça le slogan. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça, ça va plus loin puisque on est assez dynamique, je dirais, on crée pas mal d'événements. Et aujourd'hui, effectivement, je mettrai trois catégories du club d'entreprise. Je mettrai trois objets pour le club d'entreprise. Premier objet, créer du lien entre les chefs d'entreprise, créer du lien aussi avec les institutions, avec avec le territoire, les élus. Donc ça, c'est peut-être le vivre ensemble. Ensuite, si ce lien peut créer du développement commercial pour les entreprises qui ont des savoir-faire sur notre territoire et qui peuvent le mettre en avant et qui peuvent le faire connaître aussi davantage. Et si ça peut créer effectivement entre entreprises du développement commercial, ben pourquoi pas, allons-y. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est peut-être créer des moments aussi de convivialité au sein de ce territoire. On peut appeler effectivement, ce qui est à la mode en ce moment, c'est le vivre ensemble. Donc le vivre ensemble avec les entreprises, vivre ensemble avec les associations, vivre ensemble avec les élus, vivre ensemble effectivement avec les commerçants. C'est cette rencontre, créer des moments, un peu d'événements, et puis se faire connaître, toujours pareil, de faire savoir que sur ce territoire, il y a des entreprises qui ont un savoir-faire. Quand on est tout seul dans son petit coin, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Et ensemble, on peut mutualiser effectivement ce savoir-faire, le faire reconnaître et peut-être effectivement être force de proposition sur un territoire. Combien il y a d'adhérents à l'UC2A à l'heure actuelle? Aujourd'hui, nous sommes 70 adhérents. Alors bon, c'est sans faire vraiment de publicité, je pense qu'on pourrait être beaucoup plus. Je sais qu'Econolis va nous apporter sûrement quelques adhérents demain, puisqu'effectivement, d'être en situation de pouvoir valoriser l'UC2A, ça va nous permettre sûrement nous aussi, on a besoin de se faire connaître. Alors vous parliez d'événements, d'actions, qu'est-ce qui s'y passe au sein de ce club d'entreprise? Plein de choses. Des actions depuis le début de l'année, des rencontres en soirée, des rencontres avec les compagnons du devoir en février dernier. En mars, on avait une sortie au port maritime. Nous avons prochainement une sortie à la Criée, un matin, au moment de la Criée vers 5h du matin. Nous avons aussi la visite de Cyclable qui est prévue au mois de mai prochain. On fait des partenariats avec le festival Boostock. On a fait un partenariat avec le festival Boostock qui aura lieu le 9 juin. Donc pas mal de choses, des mardis où on se retrouve tous les mardis. Alors c'est ici effectivement à la Servazerie une fois sur deux.
Et on se retrouve aussi chez un autre adhérent à Andilly, Au hangar, c'est ça? au hangar, tout à fait. Donc là, je vais en oublier parce que du coup, je n'ai pas tout le calendrier en tête, mais pourtant, voilà, à peu près tout ce qui va s'y passer et d'autres événements forcément à venir, des annuaires à distribuer, enfin, il y a plein de choses à faire encore. Donc pour ceux qui veulent, tout le monde, tout chef d'entreprise peut venir adhérer, bien évidemment. Tout chef d'entreprise à peut l'UC2A. venir, effectivement. Très bien. Parlons de vous, Éric Frère. Vous êtes architecte DPLG. Ça veut dire quoi déjà, DPLG? Diplômé par le gouvernement, c'est le diplôme d'État, diplôme public. Donc en fait, il y a deux titres en France, c'est DPLG et DESA. DESA, c'est l'école privée, c'est l'école spéciale d'architecture. Et DPLG, c'est l'école publique, diplômée par le gouvernement. Donc vous êtes architecte depuis une trentaine d'années. Donc autant 31 dire, ans bientôt. autant dire que vous avez de la bouteille. Est-ce que vous vous souvenez de votre C'est pas parce qu'on est à premier... la Savoiserie qu'on a de la bouteille. Hein. Bien joué. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier chantier, votre premier projet? Ah ben, il remonte. Ouais, mon premier projet, j'étais pas architecte. Mais alors, pardon, est-ce que c'est le premier projet en tant que avec ma casquette architecte ou mon premier projet que j'ai mené? Que vous avez mené de A à Que Z. j'ai mené de A à Z. Alors, c'est un projet où j'étais pas architecte, donc la difficulté était encore plus importante pour moi. Et j'étais chez un patron, je travaillais entre les années 80 et 87, je travaillais dans une agence d'architecture. Et mon patron de l'époque me dit, Eric, voilà, tu arrives en fin de cursus là, et j'ai 150 logements à suivre et j'ai personne pour les suivre, donc tu vas les suivre. 150 logements. J'étais en 4e année d'architecture. Ça fait peur, non? 150. Ça fait peur. J'imagine, ouais. Je peux vous dire que ça fait peur. Mais bon, je m'en suis pas trop mal débrouillé. Bon, si je me promène en Onis, les plus gros projets d'Éric Frère, je les vois où? On les voit à Courson avec le gymnase, avec les deux gymnases. Un qui a été rénové, un qui est neuf. On les voit à Ferrières avec l'école communale, avec la salle des associations. On les voit, enfin je vais en oublier forcément, dans la zone de Beauvallon. Il y a 6 ou 7 projets que j'ai réalisés dans la zone de Beauvallon. Alors ça, c'est dans une proximité très proche. Après, effectivement, on peut les voir du collège de Surgères en ce moment, avec l'extension du collège de Surgères. On peut les voir à Bazoin. Si on reste dans le territoire, l'embarcadère de Bazoin, c'est une réalisation que j'ai faite en 2016, qui s'est terminée en 2016. Enfin, je vais en oublier, mais il y a quelques mètres carrés de réaliser dans le territoire. Le plus gros budget que vous avez pu mener, c'était sur quel projet? Le plus gros budget, enfin, c'est tout récemment sur un concours avec 7 millions d'euros de travaux hors taxes. Un beau projet, quoi. Un beau projet. Des équipements sportifs. Bon, une petite question, ça sert à quoi un architecte? On dit souvent c'est réservé aux riches parce qu'un architecte ça coûte cher. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, je ne vais pas répondre à la question à quoi ça sert, parce que pour moi ça sert forcément. Donc c'est pas d'utilité, c'est d'utilité publique, sachez-le. Il y a un article, l'article 1 de la loi 77 sur l'architecture, que tout le monde devrait connaître, dit que l'architecture est d'intérêt public. Donc à partir de là, du coup, je n'ai plus beaucoup de réponses à faire sur à quoi ça sert. L'intérêt public, comme vous le savez, c'est pour tous. Donc effectivement, qu'on soit riche ou pas riche, l'architecte doit être présent à tous les projets. Et il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de gros projets. Faire appel à un architecte, c'est quelque part une garantie d'un certain savoir-faire quand même. Oui. Au-delà de l'utilité publique. Oui, bien sûr, c'est une garantie sur la construction déjà, pour assurer que cette construction soit bien réalisée, répondre aux règles actuelles puisqu'elles sont importantes, la réglementation thermique, la réglementation parasismique, enfin un tas de règles, vérifier quand on est en rénovation que les diagnostics amiantes ont bien été réalisés, enfin un tas de petites choses qu'il faut contrôler. C'est s'assurer effectivement que les règles sont bien suivies, les règles de la construction sont bien suivies, et puis on y apporte toujours une petite valeur ajoutée. Regardez bien, effectivement, quand on vend un bien, souvent on fait référence maison d'architecte. Alors quand on dit souvent quand le bâtiment va, tout va, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, là en 2018? Ça va mieux, Ça va mieux? ça va mieux. Il y a eu une période de creux. C'est vrai, il y a eu une période de creux. Oui, il y a eu une période de creux, mais ça va mieux. Enfin, j'ai l'impression que les chantiers reprennent. Même les collectivités reprennent un peu d'investissement. J'ai l'impression, en tous les cas, enfin, ça c'est ce que je ressens moi. Je ne sais pas si tous les confrères ont le même schéma, mais ça va un peu mieux. Il y a eu une période plus difficile avec des entreprises. Il y a eu une période où je voyais des entreprises disparaître régulièrement, tous les mois, je voyais une entreprise disparaître. Sur quoi vous travaillez en ce moment et quels sont les concours à venir? Si vous pouvez nous dévoiler Les concours quelques à petites venir, choses. ça m'embête d'en parler parce qu'il y en a un sur le territoire, donc je ne vais pas le donner. Mais effectivement, je suis pressenti sur un concours sur le territoire. Vous avez compris, j'ai une particularité, je travaille beaucoup sur les collèges et sur les équipements sportifs. Donc à partir du moment où je dis ça, je dis pas mal de choses. Du coup, les projets à venir sont ceux-là. Je travaille aussi avec le Crédit Agricole. Je fais beaucoup d'agences bancaires pour le Crédit Agricole.
Donc ça aussi, c'est des projets en cours, avec une grosse agence du côté de Surgères à retaper. Et puis d'autres. Et puis vous travaillez en ce moment sur l'extension du collège de Surgères. Oui, je travaille c'est sur ça l'extension du collège de Surgères qui sera prêt pour la rentrée, pas pour la rentrée 2019 malheureusement, parce qu'on a démarré le chantier au mois d'octobre. C'est un gros chantier, il y a 1200 mètres carrés à peu près de surface, qui sera prêt pour la rentrée de janvier 2019. Enfin, la rentrée, après les vacances de Noël de 2019. De 2018, pardon. Damien Bizet, vous seriez susceptible de faire appel au service d'Éric Frère pour le nouvel Intermarché? Ça, c'est la partie immobilière du groupement qui travaille. D'accord, c'est pas vous en direct, quoi, Non. c'est ça? D'accord, j'ai bien compris. Éric Frère, merci d'avoir Merci. participé à cette émission. Merci Damien Bizet. Avec plaisir. Voilà, la première déco de Nice s'achève. La prochaine, ce sera en juin, encore ici. On va essayer de faire un petit peu moins de bruit la prochaine fois. Je remercie encore la Cervoiserie et Christian Magne pour son accueil, notre partenaire bien évidemment l'UC2A. On aura donc 3 nouveaux chefs d'entreprise qui vont venir s'expliquer sur le plateau d'Éco de Nice. Et puis je remercie également toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration et la réalisation de cette émission. À très vite et surtout restez actifs.